Bienvenue sur VED Labs, nouvel épisode. Donc je suis Thibaut Prémort et très content de vous recevoir aujourd'hui et de recevoir plus particulièrement un invité qui, contrairement à ce qu'on a fait jusqu'à présent, n'est pas un ancien membre de VED ou même un membre tout court de VED. Donc j'accueille Emmanuel Sarnette. Bonjour Emmanuel. Et bonjour Thibaut. Est-ce que tu pourrais te présenter déjà, qu'est-ce que tu fais dans notre charmante école ? Donc, pour faire simple, je suis arrivé en avril l'an dernier pour m'occuper des laboratoires, plus précisément de tout ce qui est l'approvisionnement du matériel, du consommable. Et puis pour filer un coup de main aux professeurs et aux étudiants dans tout ce qui est l'aspect technique, électronique, système embarqué. Ok. Et c'est vrai que on t'a déjà vu à VED. C'est vrai qu'on n'a jamais pris le temps de se poser puis de parler un peu, donc trop cool là qu'on puisse en profiter aujourd'hui. Donc tu as découvert VED en avril quand tu es arrivé aussi. Qu'est-ce que tu as pensé de l'association, des projets quels ont été tes premiers ressentis ? Alors, j'ai découvert VED lors de la soutenance de fin d'année qu'on a fait à l'EGPE, donc l'équipe de gestion de projet de l'école, où j'ai découvert qu'en fait, une équipe d'étudiants s'amusait à vouloir construire des voitures de course fonctionnant sur batterie. Bon, il y a des trucs qui m'ont fait un peu grincer des dents sur l'aspect sécuritaire. Mais bon, c'est pas grave, on a bien rigolé pendant la soutenance à chaque fois que je faisais ce genre de remontrance. Et du coup, ça m'a donné envie de donner justement des conseils pour améliorer l'aspect sécuritaire et l'aspect électronique, notamment sur les cartes de commande et ce genre de choses. Ce qui fait qu'avant la dernière course que l'équipe de l'an dernier avait fait à Nogaro, j'ai passé quasiment une petite semaine à passer 2-3 heures par-ci par-là pour leur filer un coup de main sur des problèmes de fil à as ou de court-circuit, voire même de cartes qui étaient HS. Clairement, je peux le dire, si Emmanuel n'avait pas été là l'année dernière, le PE n'aurait toujours pas roulé. Ça, j'en suis convaincu. Donc c'est vrai que du coup, merci pour ce que tu avais déjà fait cette année précédente. Qu'est-ce que là donc du coup tu nous as aidé pour le PE et pour la FS du coup, est-ce que de ton point de vue, c'est un projet qui est tout aussi réalisable que le PE? Est-ce que comment tu le vois toi avec le recul que tu as comparé à nous qui avons ces deux projets depuis quelques années maintenant? Quand l'AFS, le problème c'est que ça va être le manque de place que vous allez avoir. Manque de place pour stocker déjà la coque de la voiture et le manque de place pour tout ce qui est annexe comme les batteries, les systèmes de commande et tout ça. Parce que on ne peut pas laisser les batteries dans le même local que la voiture parce que y a des risques incendie à vérifier. Donc est-ce qu'on aura la place, est-ce qu'on aura les locaux pour stocker tout ça? Ça va être difficile à gérer. Et après, la plus grosse problématique que vous risquez d'avoir, c'est le suivi d'année en année. Vous partez les uns les autres, stage, fin d'études, les nouveaux arrivent. Est-ce qu'ils sont aussi bien impliqués? Moins. C'est plus difficile à savoir, même si je sais que dans le recrutement, vous faites les choses bien. Mais on n'est jamais à l'abri d'une mauvaise surprise ou d'une bonne surprise d'ailleurs. Puisqu'on peut avoir des nouveaux qui arrivent et qui se déclarent bien meilleurs que certains anciens. Ouais, c'est vrai, en effet, c'est une problématique. On s'est déjà pas mal posé la question. On a quelques idées pour la suite. Mais tu as souligné justement parfaitement les problèmes là qu'on a déjà rencontrés et qu'on va rencontrer. Et en ce qui concerne les autres assos, du coup, quel autre projet t'as plus ou moins intéressé Alors, intrinsèquement, j'ai de suite été attiré par Hydrovincif, parce que je suis un ancien de la Marine nationale. Donc, ils m'ont appelé au secours pour un de leurs projets, qui est le fameux drone autonome qui doit traverser l'Atlantique, notamment sur la transmission de certaines données. Puis après, en allant au local, associatif, j'ai découvert aussi Léofly, où là, pareil, une certaine équipe système embarqué a appelé à mon expérience sur tout ce qui est transmission radiofréquence. Donc voilà, en fait, non, quand je descends, je m'amuse. Il faut dire ce qui est. Je descends, je m'amuse. Clairement, tu es très apprécié des assos techniques, ça c'est sûr. Du coup, donc tu es arrivé en avril là à Les Sylves. Comment, du coup, tu es arrivé est-ce qu'on t'avait proposé quelque chose ou comment ça s'est fait? Non. En fait, j'étais dans la Marine nationale avant en spécialité détecteur, donc c'est tout ce qui est radar. Donc électromagnétisme, un petit peu d'électroacoustique et d'infrarouge. On m'avait mis à l'état-major. Bon, c'était sympa, mais je voulais retourner à l'embarquement. Seulement les postes en embarquement,
au vu de mon ancienneté, n'était plus aussi intéressant qu'avant. Donc j'ai voulu changer et me reconvertir. Je voulais me reconvertir dans l'éducation, puisque j'avais déjà fait l'instruction dans l'armée. Et j'avais aimé ça. Seulement, le problème, c'est que comme je n'ai pas le cursus diplômant nécessaire, je n'ai pas le droit de donner de cours. Or, à Les Sylves, ils avaient besoin de quelqu'un pour gérer les laboratoires. Donc, il y avait une culture de connaissance de gestion de tout ce qui est pièces détachées et de suivi. Et quelqu'un qui avait aussi un goût pour prononcer pour la pédagogie, parce que on est amené quand même à donner, non pas des cours, mais des trucs et astuces, et donc à être pédagogue. Et donc j'ai découvert ça en 2021, quand le poste s'est ouvert. Après, le temps que le process se fasse au niveau de l'engagement et tout ça, je suis arrivé en avril. Ok. Et du coup, comment ça se passe? Parce que là, donc, tu me dis que tu voudras potentiellement justement enseigner. Est-ce que là, tu peux avoir les formations, là, tu peux acquérir les formations nécessaires pour ensuite donner des cours, ou est-ce que finalement, tu vas pas complètement donner des cours et juste rester sur cette partie pédagogique que tu fais là avec... On est en partenariat justement avec le PULV, donc avec la direction. Ils sont en train d'essayer de me faire valider des VAE pour justement avoir le parcours diplômant, pour pouvoir au moins donner dans les premières années du parcours, dans les années prépa intégrées et premières années de bachelor, justement ces fameux cours techniques qui sont l'électricité, l'électronique, un petit peu l'architecture, pour que ce soit un peu plus plaisant pour vous, parce qu'ils se sont rendus compte que c'était des cours qui étaient beaucoup trop théoriques et que du coup ça vous faisait grincer des dents. En même temps, je comprends, c'est vrai que la théorie dans ce genre de choses, c'est un peu lourd à digérer. Donc c'est pour ça que là, les Sylves essayent de faire en sorte. Mais après, on rentre quand même dans des méandres administratifs où il faut faire valider des sessions, des jurys et ce genre de choses. Mais c'est, oui, un avenir. Et du coup, ça peut arriver l'année prochaine Non, pas l'année prochaine, mais peut-être dans les années futures. Mais pour l'instant, j'ai quand même le droit d'intervenir d'un côté technique. Ce que je fais avec les projets, notamment avec les associations et les projets de premières années, avec ce qu'on a les fameux PIX. Ok. Et là, du coup, là, tu parles d'accompagnement. Est-ce que si là, admettons c'était possible et qu'on te propose justement de faire les compétitions avec nous, est-ce que toi, ça t'intéresserait ou C'est le genre de choses, oui, qui pourrait m'intéresser. Encore faut-il que je puisse me libérer, parce que le problème, c'est que vos compétitions se déroulent là où on a le rush des projets de fin d'année. Vraiment le pire moment. C'est pas facile de se libérer, parce que c'est à ce moment-là où justement tous vos camarades de premières années ont besoin du monsieur qui connaît un peu l'électronique. Oui, ça c'est sûr. On n'est clairement pas les seuls qui ont besoin d'Emmanuel, donc c'est sûr que c'est compliqué. Ouais. En tout cas, voilà, c'est un jour. Mais à l'occasion, oui, ça se fait, oui, je serais plus que volontaire. On serait aussi très content, ça c'est sûr, de t'avoir pendant ces jours-là. Du coup, là, tu m'as dit un truc qui m'a beaucoup intéressé. Là, tu as parlé de la marine. Donc, tu y es resté pendant combien de temps, du coup, au total? Quasiment 25 ans. Je suis rentré en septembre 95 et j'ai fini en août 2020. Ouais, donc déjà une bonne carrière quand même. Du coup, ça pareil, comment ça s'est fait? Est-ce que tu avais pour projet justement d'intégrer directement la marine ou ça s'est fait? À la base, je voulais devenir ingénieur en domotique paramédicale. Donc tout ce qui est robots assistant les médecins. Après, les aléas de la vie ont fait que j'ai dû choisir entre des études ou vite partir de la maison. Et comme façon, j'avais 18 ans et que j'étais en plus dans la période où on devait encore faire le service militaire, je me suis dit pourquoi pas devancer l'appel et m'engager. Donc je suis rentré dans la marine par Kerqueville où j'ai fait mes formations de matelot, puis Saint-Mandrier qui est l'école des détecteurs, donc c'est au large de Toulon. Et là j'ai découvert la radiofréquence, l'hyperfréquence et tout ce qui va avec, et les affectations, les cours, ainsi de suite, et 25 ans quasiment de carrière où j'ai découvert quasiment 80% des mers navigables, 80% des côtes aussi. Il me manque quelques parties, mais bon, c'est pas trop grave. Et puis j'ai eu pas mal d'expérience ça fait grandir l'armée, mine de rien. À différents postes, donc j'ai commencé comme opérateur radar simple, avec des maintenances simples sur les radars, donc c'était juste des prises de signaux. Après, quand j'ai fait mon cours de sous-officier, donc j'ai eu le droit à faire des maintenances dites correctives, donc où j'intervenais sur la recherche de panne. Et pareil dans les postes aux centrales opérations, donc c'est les fameuses salles noires où il y a tous les écrans radars. J'étais chef de module,
Donc où là, il faut driver 2-3 bonhommes, leur apprendre les procédures, ce genre de choses. J'ai fait contrôleur d'hélicoptère, donc ça c'est un truc qui est vraiment bien particulier à la marine. En fait, on va guider l'hélicoptère qui décolle du bord vers la mission en mer, notamment en lutte anti-sous-marine. Donc c'était avec les anciens hélicoptères Lynx qui ont été remplacés là par les NH-90. J'ai fait OQO, donc OQO c'est officier de quart opération, donc là c'est le grand patron du CO, en fait c'est lui qui devant le commandant va dire on a ça, tel bâtiment de renseignement ou tel point d'intérêt, on a reçu tel message de l'état-major, ce genre de choses, tout en continuant pareil dans l'aspect technique, puisque l'avantage de la marine contrairement aux hors armes, on a deux facettes, on a une facette technique, une facette organique. Donc j'étais à la fois et un technicien radar et un opérateur. Ok. Et du coup, mais enfin, quand tu changeais de poste et enfin, bon, ça tourne enfin, à chaque fois dans le technique, mais c'est quand même pas foncièrement la même chose. Comment ça se passe? Est-ce que du coup, donc tu avais un poste, ensuite tu te formais encore, enfin, à nouveau et tu En refaisais fait, le processus quoi. dans la marine, on change d'affectation tous les 3 ans. Donc après, on a des formations clés où on apprend, on va dire, l'aspect général d'un radar classique ou moderne. Et après, en fonction des bâtiments, la première chose qu'on fait dans les premiers mois, c'est qu'on ouvre la doc, ça devient notre livre de chevet et on essaie d'apprendre le radar par soi-même. Ça a l'avantage d'être autodidacte, d'apprendre à être autodidacte et d'apprendre à être réactif et de s'adapter rapidement. C'est des choses qui ont été appréciées ici quand je suis arrivé. Je suis arrivé en avril, mais en juin, j'étais opérationnel parce que j'ai l'habitude de m'adapter, d'observer rapidement et de faire les choses. Mais ça, il n'y a que l'armée qu'on l'apprend, ce genre de choses. Puisqu'en changeant d'affectation tous les 3 ans, surtout que des fois on est à terre, des fois on les rejoint à terre, en mer. Moi, ça m'est arrivé une fois de rejoindre le bateau sur une escale et de repartir dans la foulée. Donc voilà. Mais du coup, donc ça veut dire que pour les gens qui seraient vraiment pas beaucoup autodidactes, ils peineraient un peu, à se former, à monter en compétences dans l'armée, quoi. C'est vraiment quelque chose On de apprend nécessaire. à le devenir. On apprend à le devenir et puis de toute façon, on voit vite que si on n'est pas autodidacte, si on ne s'adapte pas vite, l'armée, c'est pas fait pour soi. Mais alors, là, je connais particulièrement la marine, mais c'est valable dans les 3 armes. L'armée de l'air et de l'espace ou l'armée de terre, il faut savoir s'adapter rapidement au milieu, il faut savoir s'adapter rapidement au terrain, il faut savoir apprendre les choses rapidement des autres et de soi-même. Donc c'est pour ça l'armée, c'est vraiment un bon signe précurseur à savoir s'adapter et être autodidacte. Et là, du coup, sur ces 25 ans fin de carrière, si je te dis là, ton meilleur souvenir dans l'armée, qu'est-ce que ça peut être? Meilleur souvenir dans la marine? Il y en a tellement. Non, mais il y a plein de points clés quand on se retrouve à faire partie de l'équipe qui va aider au sauvetage de tel ou tel voilier au large de la Somalie, ou quand on se retrouve à aider des naufragés, des gens, des vacanciers qui sont partis au large de Montpellier avec un voilier qui se retrouve dans un coup de vent, le voilier qui démat et qui sont en pleine déroute, on les retrouve, ce genre de choses, ce sont des souvenirs qui sont marquants. Ou les journées des familles, quand on voit ces gamins avec les casques sur ses oreilles, écouter, faire papa et essayer de faire comme papa, ça aussi c'est des bons souvenirs. Voilà. Donc non, des souvenirs comme ça, comme disait un de mes anciens gradés, on en a tous les jours dans l'armée. Si on est fait pour l'armée, on n'a que des bons souvenirs. On en a des mauvais, mais on en rigole. À la fin, on en prend ça pour rigoler, puis c'est des leçons qu'on apprend. Ok, trop cool. Et là, du coup, t'es encore en contact avec certains... Ah oui, je suis toujours en contact avec certains anciens collègues, ou même certains gradés qui sont eux-mêmes à la retraite. On a un groupe Facebook d'ailleurs des anciens. Donc ça permet de continuer de se voir, de se parler. Et je suis toujours dans le cadre de la réserve, puisque j'ai arrêté l'armée il y a moins de 5 ans. Et donc je dois toujours une certaine période de mini-réserve opérationnelle. Donc si jamais il y a besoin de moi pour un gros coup de gourde, je dois être disponible. Là, il n'y a pas si longtemps que ça, on m'a proposé un contrat ESR, mais bon, je ne pourrais pas le faire. Donc ESR, c'est les contrats qu'on signe en tant que réserviste à l'état-major à Paris pour tout ce qui est réserve opérationnelle, mais je ne pourrais pas le faire puisque ici, du coup, ça m'emploie pas mal de temps, mais voilà, ce genre de choses que je pourrais faire. Mais donc, là, du coup, ça veut dire que là, à tout moment, même si tu as des choses de prévues ou quoi dans l'école, un certain jour, si jamais ils ont besoin de toi,
C'est Ah, il priorité. faudrait vraiment que ce soit une déclaration Une de grosse guerre. urgence. Enfin, Ouais, voilà. Ok. C'est, D'accord. la priorité, c'est la déclaration de guerre. Ok. Puisque on n'est pas, c'est une réserve qui est vraiment particulière. Je suis pas réserviste. Ok. Bah, c'est comme ceux qui, enfin en fait, tous ceux qui ont fait le service militaire, est-ce qu'ils sont forcément après justement Alors dans ceux qui cette avaient fait le réserve service, ils avaient les 2 ans après, ouais. Plus maintenant. Donc en fait, ouais, donc j'avais une question justement, enfin à propos de ça, c'est est-ce que c'était pas une difficulté d'avoir une vie privée et justement de combiner ce type de carrière, étant donné que tu es souvent, bah en fait, enfin t'es à un endroit complètement différent à chaque fois. Ah, moi, j'ai eu extrêmement de chance, c'est que déjà, j'ai pu être assisté aux naissances de mes 2 enfants. Ça, comparé à certains collègues, moi, j'ai eu une grande chance de les voir. J'ai pu quand même pu les voir grandir parce que j'ai eu droit à l'occasion de faire une campagne à l'outre-mer. Donc, c'est qu'on part en séjour de 2 ans à La Réunion. Ce qui fait que j'ai pu voir un petit peu mes enfants profiter justement de La Réunion. Bon, même si j'étais pas mal de temps en mer, puisqu'on avait à ce moment-là, c'était les fameuses crises de la piraterie en Somalie. Donc bon, il y avait pas mal d'activités, mais j'ai eu la chance quand même de pouvoir être là au moment clé de mes enfants. Mais c'est vrai que j'ai certains collègues qui, eux, n'ont pas vu grandir leurs enfants. Et puis, quand moi je suis rentré dans l'armée, bon, il y avait encore pas beaucoup de technologie pour la transmission. On était encore un peu au courrier et c'était tout début des téléphones portables. Maintenant, je vois sur la dernière grande mission que j'ai fait de 6 mois, je pouvais les avoir par FaceTime ou Facebook une fois, allez, tous les 15 jours, 3 semaines. Parce qu'il y a les connexions Internet, même sur les bateaux, maintenant, on arrive à envoyer des mails avec des pièces jointes. Alors que bon, c'est sûr que les plus anciens qui ont connu l'armée avant les années 2000, c'était un peu plus difficile. Maintenant, c'est beaucoup plus simple. On a les moyens de communication, même sur les bateaux, on est en liaison satellitaire, donc c'est beaucoup plus simple. Et du coup, quand tu dis que tu as des collègues donc, qui n'ont vraiment pas vu grandir leurs enfants, est-ce que c'est parce qu'ils avaient justement des postes encore plus élevés que toi et que donc ils étaient encore plus sollicités ou... Non, c'est parce que c'est en fonction des bateaux. En fonction des missions, en fonction des bateaux, de comment ça se passe. Des fois, on part en mer, on se dit, on part 10 jours, puis en fait, on revient 2 mois après. Hein. Moi, ça m'est arrivé une fois. Un souvenir mémorable, hein, parce que passer 4 jours, passer 2 mois à faire la lessive tous les 4 jours, parce que je n'avais prévu que 4 jours de change, parce qu'on devait partir que 3 jours. Et finalement, on est rentré au bout de 2 mois et demi après. Donc ça apprend à anticiper maintenant. C'est un peu des imprévus constants. Non, mais après, on apprend à anticiper les choses, justement. Ok, d'accord. Et là, du coup, ça serait quoi là, ton souvenir vraiment le plus marquant que ça soit... Enfin, voilà, ça peut être du coup... dans le négatif aussi, là tu as parlé de la crise de piraterie en Somalie, est-ce que ça serait celui-ci? Ouais, quand on s'est fait tirer dessus au large de Mogadiscio. ça choque. Effectivement, d'accord. Mais est-ce que tu as déjà pris une balle Non. Non, ok. Entendu siffler, oui. Wow. Mais non, pas pris. Non, les impacts étaient sur la tourelle derrière, mais oui. Ça marque. Mais après, voilà, c'est pas... on a des suivis qui vont avec, il n'y a pas de souci là-dessus. Et puis on accompagnait les bâtiments de cargo qui ramenaient du vivre donc pour les Somaliens. Seulement, la milice là-bas a dû nous prendre pour je ne sais pas trop quoi, puisqu'ils nous ont pris pour cible. Mais bon. Ah oui, donc de base, c'était pas... Ah non, mais c'est... Ouais, voilà. Mais large de la Somalie, on a eu quand même pas mal de fois où on s'est fait prendre à partie par les pirates, par ce genre de choses. Parce que y a eu une vidéo d'ailleurs, je crois qu'il doit toujours être sur YouTube, où on voit c'est le BCR Somme qui se fait attaquer. Donc le BCR Somme, c'est un bâtiment de ravitaillement. Donc il a une coque un peu comme les bâtiments de commerce. Du coup, il s'est fait attaquer par des pirates. Donc ça arrive assez fréquemment. Après, voilà, c'est des choses qui arrivent, hein, c'est les aléas du métier. Mais dans la marine, on est quand même beaucoup mieux protégé que dans l'armée de terre. Hein. On entend moins siffler les balles. Parce que eux, par contre, je les plains sur le terrain, ça siffle. Ok, mais du coup, j'imagine que vous avez quand même des formations de premiers secours, non? Ah oui, on a une formation de premier secours qui est obligatoire. Donc on a les premiers gestes, et après on a une formation de premier secours au combat, où on apprend à faire certains gestes simples, mais avec tout et n'importe quoi. Et qu'est-ce que tu entends par tout? Un garrot avec un drap et un tournevis. Ah oui, d'accord. On vous apprend à être des MacGyver. D'accord. C'est parce que
Il y a un principe dans l'armée, c'est pour être bon en réalité, il faut s'entraîner comme si on était en guerre. Donc c'était d'ailleurs une de mes dernières affectations, l'état-major, on faisait la division entraînement. Donc on va sur les bateaux pour entraîner les équipages au pire des cas. On fait péter les collecteurs à incendie dans les coursives. Il faut qu'avec trois pattes de ciment et deux chiffons, ils colmatent la brèche. Voilà, on grime certains avec du faux sang. Bataille, il a un membre arraché, il faut lui faire un garrot. T'as pas de garrot, démerde-toi. Donc une clé tricoise, donc c'est une clé pompier avec un chiffon, et puis on fait un garrot avec ça. Ça marche bien. C'est bon à savoir, je sais pas si. Non, ça si marche je bien vais devoir- dans le sens où ce genre de réaction, il y a déjà eu un bateau, donc c'était le Prairial. Il est sorti justement d'une période d'entraînement comme ça, il navigue pour rentrer au port base, et il y a un incendie qui s'éclaire en machine, sans que ça soit vraiment détecté. Et au moment où c'est détecté, c'est trop tard, puisque l'alarme se met en route. Mais comme c'était sur un des diesels alternateurs, le courant se coupe. Et donc ils n'avaient plus de pompe à incendie, ils n'avaient plus rien. Comme si on avait, nous on était venus les embêter, qu'on leur avait tout coupé, à part que là c'était en réel. Ils n'avaient plus rien, ils ont dû démarrer les motopompes à la main, enfin ce genre de choses. Ils ont mis 18 heures pour canaliser le sinistre et l'éteindre. Sachant qu'à 2 heures près, le Pacha était prêt à décider à demander le droit d'abandonner le navire, parce que ça commençait à se propager. Et finalement, petit à petit, grâce à ces entraînements, l'équipage a pu reprendre sur le sinistre et éviter d'abandonner le navire, qui navigue toujours d'ailleurs, puisqu'il est repassé en réparation, ce genre de choses. Donc c'est ça qu'on apprend en fait dans l'armée, c'est qu'on apprend vraiment à se battre, à se comporter comme si on était au combat, au cas où. Donc oui, si vous faites mal, je peux vous soigner, mais bon. Je cautériserai au fer à souder. Ouais, voilà, j'espère que c'est pas ce type d'opération qu'on connaîtra. Non, mais- non. Non, mais j'ai aussi les premiers secours standards. Donc à l'époque, c'était la FPS et après les différents points de mise à niveau. Donc s'il y a besoin, on sait toujours faire. Mais bon, ici, ça va. Maintenant, on est une infirmière. Oui, ça va, c'est une vie quand même assez différente. Et d'ailleurs, justement, parlons-en là de la transition entre la marine et ici à l'ESIL. J'aurais jamais cru dire un jour cette phrase de ma vie. Du coup, est-ce que la transition pour toi a été facile? Comment ça s'est passé? Pour certaines choses, ça va. Ça se déroule assez bien. Après, il y a des trucs où j'ai des habitudes où j'ai du mal à me défaire. Je trouve que les enseignants n'anticipent pas assez leurs demandes de matériel. Donc des fois, je les crispe un peu en les harcelant de mails. Je fais beaucoup rire les étudiants avec mes petites phrases typiques Marine nationale. Du coup, là, donc là, tu veilles à la gestion donc, des ressources de labo. Ensuite, donc on en a parlé, ça serait potentiellement faire des cours pour les premières années, plus particulièrement. Et est-ce que, il y a d'autres perspectives de ce que tu peux faire dans cette école ou... Continuer à donner des conseils dans les assos techniques, notamment tout ce qui est en système embarqué, puisque comme on est dans une école généraliste, il y a pas trop il y a des notions, mais il n'y a pas trop de systèmes appliqués en électronique, en radiofréquence. Or, de plus en plus, c'est des modules que vous utilisez. Je vois là, la question se pose pour l'AFS et le PE de la redistribution des informations de la voiture par Wi-Fi, par LoRa. Justement, vous avez des vernis, mais pas vraiment des applicatifs proprement parlés. Donc, vous aidez là-dedans. Ça, toujours continuer parce que voilà, c'est intéressant. Et puis, comme je disais, dès que je descends, je m'amuse. En plus, il y a quand même, il faut le dire, une bonne ambiance. On rigole bien. Voilà, ça fait du bien, ça coupe un peu les journées. Et puis toujours être là pour, si jamais il y a besoin, même pour il y a certains étudiants qui commencent à venir pour me voir pour des projets perso, donc pourquoi pas. Ah oui, c'est vrai. Des étudiants, du coup, de quelle année ce serait En deuxième et troisième année pour l'instant, là ils viennent me voir. Là j'ai aussi un STI 2D qui m'a demandé la possibilité de voir pour le conseiller parce que il a bien aimé un projet qu'il avait fait avec ses enseignants où j'avais fourni le matériel, donc voir si je pouvais continuer à l'aider dans ce cursus. Ok. Et ça c'est une question que je me suis déjà longtemps posée. C'est donc là tu parles justement des connaissances scientifiques que tu apportes aux étudiants, mais des fois j'ai un peu l'impression que au fur et à mesure des générations, en fait, il y a des bases un peu techniques qui peuvent concerner ton domaine
qu'on a pu en fait, et que toi, tu avais peut-être à notre âge. Est-ce que tu trouves qu'il y a un petit peu un déclin en termes de connaissances techniques, et Ah, plus particulièrement dans ton domaine, du coup, vu que tu es mieux placé pour en un parler? déclin, oui et non. En plus, on ne peut pas dire un déclin parce que, enfin, il y a eu une volonté de réduire certaines notions, notamment, moi, je vois dans l'électronique, parce que on est tout le numérique. C'est vrai que maintenant, tout le monde est avec un téléphone portable dans les mains, quasiment. Donc, c'est bon, le numérique fait tout. Mais ce que certains grands décideurs ont oublié de comprendre, c'est que le numérique, ça ne se fait pas tout seul. Il y a besoin de techniciens, il y a besoin d'électriciens, d'électroniciens, et on les forme plus. Même dans les bacs dits techniques, c'est généraliste. C'est plus, comme on a matière à dire, les anciens, entre guillemets, vis pointus, où on allait chercher un petit peu plus dans la partie fine du système. On commence à revenir un petit peu en arrière, mais c'est déjà tard pour certaines générations, dont les vôtres, je suis désolé, parce que vous êtes arrivé avec un bac très général, vous rentrez dans des écoles très générales, et si on vous demande un métier un peu pointu, si vous êtes curieux, ça va parce que vous êtes auto-formé, mais si vous n'êtes pas curieux, vous ne pourrez pas vraiment vous épanouir dans certains métiers pointus. C'est un peu dommage pour vous, mais c'est pas votre faute, c'est comme ça. Ça a été décidé il y a une quinzaine d'années, petit à petit, ils ont refait les programmes scolaires, ils auraient peut-être dû éviter de trop généraliser. Alors peut-être que oui, ma formation était vraiment trop scientifiquement vis-pointue, trop dans le détail, mais son avantage, c'est qu'à l'heure actuelle, je peux quand même m'adapter, même avec les technologies modernes. Donc repartir complètement en arrière, non. Mais revenir un petit peu quand même sur certaines choses. Je vois mes enfants, ma fille est en première année en lettres, elle a aucune notion de maths. Puisqu'à partir de la première, elle n'avait plus maths. Ouais, bien. Mais qui me dit qu'elle fera des lettres toute sa vie? C'est pas sûr. Moi, je voulais faire ingénieur, finalement j'ai fait la marine, puis je reviens en tant que... Mais c'est vrai, en tout cas, de ce que tu as dit, c'est vraiment le ressenti que j'ai. Qu'effectivement on manque de connaissances dans certaines choses, mais est-ce que du coup le choix là qu'ils ont fait d'être très général et de reculer justement d'un aspect un petit peu plus approfondi dans un certain domaine, est-ce que c'est, enfin pour toi c'est, quelle raison justifie ça? Est-ce que c'était parce qu'ils voulaient que tout le monde soit bon, moyen dans tous les domaines, c'est ça? Ouais, je pense que c'est... En fait, à une certaine époque, on allait trop dans l'élitisme. C'est vrai qu'à une certaine époque, des ingénieurs, il n'y en avait pas. Il n'y avait pas une classe de prépa en année 1, comme cette année, on n'avait pas 400 élèves pour faire une année de prépa intégrée. Hein. C'était une vingtaine d'élèves, et la vingtaine d'élèves, il y en avait 10 qui finissaient l'année. Ça, c'était quand moi je suis sorti du bac en 95. Alors que là, on voit l'an dernier, je ne veux pas dire un chiffre bête, mais je crois qu'on est à plus de 400 étudiants qui sont arrivés en prépa en année 1. C'est quand même pas mal. Donc ils ont voulu en fait niveler moyennement, entre guillemets, pour arrêter trop d'élitisme et d'avoir un trop grand écart entre l'élève moyen, entre guillemets, et le très bon élève. C'est bien parce que ça rassure les gens, ça rassure la population standard, et même les étudiants. Ils se disent, je ne suis pas une bille, c'est pas parce que j'ai que 12 en maths que je suis une bille que je ne peux pas faire ingénieur. Donc ça, c'est bien, parce que ça motive les gens à aller travailler de plus haut, plus loin. Mais en même temps, ça aussi, cet effet inverse, c'est d'être trop général, trop moyen, et de plus avoir d'experts, entre guillemets. Et c'est vrai qu'on revoit, même vous pouvez le voir dans vos classes, dans vos majeurs, à part les quelques-uns qui sont un peu curieux, qui touchent un peu à tout, il n'y a pas d'experts. C'est moyen. Enfin, moyen. Façon de parler, hein, je ne dis pas que vous êtes moyen, mais voilà, vous avez tous un niveau standard. Voilà, plutôt le mot le plus choisi, c'est standard. Vous avez un niveau standard. Il n'y a plus de très 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 bons, sauf un ou deux qui sortent du lot parce que ils sont curieux, ils sont un peu autodidactes, ils cherchent à voir un peu à droite, à gauche. D'ailleurs, on les retrouve souvent dans les assos techniques. Pourquoi? Parce que dans les assos techniques, ça vous oblige à toucher un peu à tout. J'en vois certains qui sont très électroniciens, pourtant ils sont en train de faire de la fibre de verre parce que il n'y a pas obligé. Et inversement, il y en a qui sont passionnés de mécanique et qui ont été obligés de faire de l'électronique avec moi parce que voilà, il n'y a pas d'autre. Bon, ça lui a fait peur, c'est une chose, mais voilà. Donc ça, c'est l'avantage des assos techniques, c'est que justement, ça vous donne cette culture d'être un petit peu plus pluriel et moins général. C'est vrai,
de manière générale, c'est même l'aspect en fait d'être dans un domaine en dehors des cours. Enfin, c'est vrai que quand on est dans les assos, enfin, je parle pour mon cas, mais je pense que c'est le cas de beaucoup d'autres étudiants qui sont là. En fait, c'est un peu cet aspect justement de s'éloigner des cours et de faire quelque chose qu'on a choisi et qui peut potentiellement nous plaire. Et c'est vrai que, enfin, d'une manière générale, on a plus tendance à se passionner très vite pour ça que justement des matières. Et puis même, c'est une application concrète. Ouais, c'est ça. L'an dernier, on a travaillé sur l'asservissement du moteur. Ça tombe bien, les années 2, ils font de l'asservissement. Bah, il y en avait un qui est venu voir, il dit « Ah ouais, j'ai compris ». Il avait compris l'application du cours. Juste en voyant qu'on bricolait sur l'asservissement du moteur, parce qu'on avait des problèmes de génération de fréquence, mais ça faisait trop de bruit en fait. Et ben, c'était juste un problème d'asservissement en PWM. Mais c'est l'avantage des assos techniques, c'est qu'on peut mettre en application la théorie que vous avez. Et voire même anticiper certaines théories. Puisque pour, par exemple, l'oral, la transmission de vos données, normalement, c'est les choses que vous voyez en année 3, année 4, dans certaines majeures. Là, du coup, un année 2 peut commencer à se renseigner sur ce genre de choses. Et quand il arrivera au cours, il aura déjà les bases, entre guillemets. Alors, du coup, pareil, est-ce que tu penses qu'il y a trop de théorie dans les cours et qu'on met pas assez de pratique? Alors ça, c'est un truc que je râlais déjà, moi, quand j'étais lycéen. J'ai toujours dit qu'on était en France trop théorique et pas assez pratique. Mais je l'ai toujours dit, je le dis encore, et même là je l'ai vu avec mes enfants, la théorie c'est une chose, mais la mise en application, ça permet de voir les choses telles qu'elles sont. Alors il y a des profs qui arrivent, même dans la théorie, à mener un sujet qui permet de voir en application en donnant des exemples concrètement ou autre. Mais il y a certains profs, ils sont dans la théorie pure et dure et ils n'arrivent pas à donner la petite clé qui permet à l'étudiant de se projeter, entre guillemets. Et quand on a beaucoup de choses à voir, notamment, si je reviens sur certains cours qui me sont plus connus, comme le traitement du signal, si je parle de traitement du signal et que je ne fais que des équations, je perds la moitié de la classe. Par contre, si je fais le rapprochement avec la Formule 1, avec le son du moteur qu'on entend se rapprocher puis s'éloigner, et que je dis justement c'est la déformation Doppler de la fréquence du moteur, là de suite on comprend mieux. Et je n'ai pourtant pas donné de formule mathématique. Après je peux donner la formule de mathématique, mais déjà la formule de mathématique on voit où est-ce que se pose. C'est le problème, mais ça en France on est trop dans la théorie. Pour moi on est trop dans la théorie. Après c'est peut-être parce que je suis un technicien et que j'aime bien la mise en pratique, mais pour moi on est trop dans la théorie. Tu dis en France, est-ce que tu penses à un autre pays qui font les choses bien mieux que nous? Moi, je l'ai vu avec notamment nos voisins allemands, alors dans l'armée notamment, où ils étaient beaucoup plus dans l'applicatif. Ils sont moins dans les cours magistraux, mais plutôt dans des cours appliqués. C'est-à-dire qu'on commence à le faire ici, dans certaines matières. On fait une demi-heure de cours théorique et on fait une heure de TD dans la foulée. Ça permet au cerveau déjà de pratiquer et de voir où est-ce qu'on peut poser les choses, à quoi ça sert. Moi, je l'avais fait en terminale, j'ai eu de la chance d'avoir un professeur de physique appliquée qui était très, très comme ça. Il nous donnait les notions, on voyait vite fait les notions, et après c'était des exercices. Et ça permettait de faire rentrer les notions plus facilement. Donc, est-ce qu'on pourrait faire... Alors après, je ne sais pas, en école d'ingénieur, si c'est faisable. Mais si déjà on le faisait au lycée, on perdrait beaucoup moins d'élèves. Et je pense que vous arriverez beaucoup plus serein en école d'ingénieur. Parce qu'au moins, les notions, vous les auriez pratiquées. Et pas juste appris et rabâché au contrôle. C'est ça le problème. Mais parce que là, du coup, le coût des CMO, je dis CMO, bref, ouais, magistraux, cours magistraux. le coût des cours et ensuite des TD, ça on le fait maintenant, à l'ESILF. À l'ESILF, ça se fait de plus en plus. Ouais, c'est ça. Oui, ok. Mais c'était pas toujours le cas. Maintenant, moi je vois qu'à l'ESILF ça se fait, mais à l'époque, quand moi j'ai connu les grandes écoles en partenariat avec la marine, notamment certaines écoles d'ingénieurs, non, c'était des amphis de 600 élèves. Un prof en bout qui raconte sa vie avec 3 équations au tableau. T'as compris, c'est bien. T'as pas compris, tant pis pour toi.
Et ils faisaient passer les examens ensuite, Ah ouais, ouais. les partiels Puisque de ces matières. dans mon dernier cours de l'armée, on avait donc un partenariat avec l'école d'ingénieurs de Toulon. Et donc, on avait un prof qui est venu nous faire la théorie du signal sonore pour donc, tout ce qui est technique sonar. Il est arrivé, il nous a posé les deux équations du sonar, actif et passif. Il nous a fait 36 déclinaisons de cette équation pendant 4 heures en amphi. Ah, il parlait bien, hein. Il ne s'est jamais retourné vers nous pour savoir s'il y en avait un qui comprenait ou qui ne comprenait pas. Même les gens de la spécialité, donc les détecteurs sous-marins qui avaient l'habitude de ça, la plupart étaient perdus. Et c'est le soir, entre nous, on a essayé de se refaire le cours pour essayer de comprendre, pour essayer d'avoir la moyenne à l'interro qu'il y avait la semaine d'après. Et alors que ça, c'est des cours qui passent pas. Quand on fait des équations comme ça sur du traitement, c'est très difficile. Alors que là, ici, c'est vrai que je le vois moi dans tout ce qui est électronique et électricité, vous avez souvent un cours magistral, 2-3 TD, 1 ou 2 TP, et après vous avez l'interro. Ce qui permet, si on est un soit peu intelligent, de bien comprendre comment ça se passe et d'éviter de prendre des bulles. Après, ça n'empêche pas certains étudiants de ne pas travailler, de prendre des bulles, mais ça, on n'y peut rien. Mais au moins, ça vous permet, sur certaines notions, de comprendre à quoi elles servent. Ouais, c'est vrai que tout ça, tout ce qui est TP à l'essieu, là, je ne peux pas parler étant donné que je suis arrivé en 3e année. Il y en a moins en 3e année, puisque. Ah oui, je mais en prépa intégrée, il y en a de plus en plus. Ah oui, ça, et puis les PIX, c'est déjà un gros élément justement de mise en application. Voilà, de côté pratique. C'est ce que je leur dis à chaque fois que je les vois. Rappelle-toi ton cours de ça l'an dernier, rappelle-toi ton cours là. Tu vas commencer le cours là, dans une semaine. Écoute bien parce que tu vas en avoir besoin. Ah, mais ça c'est sûr, mais quand je vois ce que les PIX font, je me dis wow, comparé là à ce que j'ai fait moi en prépa, c'est une chance quand même de faire ce genre de projet entre 18 et 20 ans quoi, au final. Mais surtout ce qui est plus drôle avec ces projets-là, c'est quand on leur donne le thème. On a droit à des yeux mais écarquillés comme c'est pas permis, l'air de dire mais il est con quoi, je vais jamais y arriver. Comment on va faire? Et à la fin de l'année, quand ils ont leur produit fini, ah si, j'ai réussi quand même. Ça, c'est une belle victoire. Surtout quand ils se rendent compte par eux-mêmes qu'ils arrivent à faire ce genre de choses. Parce que c'est eux qui y arrivent. Nous, on est juste là pour les guider. Ouais, il y avait quand même une question. Tu as parlé du coup des écoles qui faisaient un partenariat avec la marine. Oui. C'était que des écoles d'ingénieurs Non, on fait ça dès le bac pro. Donc on a l'avantage, c'est l'armée en général. Donc on a nos propres lycées, on a nos propres écoles, comme le Britannique ou l'école navale où on forme nous-mêmes en classe préparatoire, des lycéens ou après en ingénierie et après en partenariat. Mais on a aussi des partenariats avec des bacs pro, des BTS où les classes sont carrément intégrées à l'armée. En fait, au lieu de faire les stages en entreprise chez Pierre-Paul ou Jacques, ils viennent dans l'armée, ils signent un contrat de réserve. Donc, ce qui fait que l'avantage pour eux, c'est que c'est payé, puisqu'ils ont un contrat de réserve. Ils sont considérés comme réserve d'active. Ils font leur stage dans l'armée. Donc, nous, on avait tout ce qui est SEI et tout ce qui est MEI. Donc, c'est tout ce qui est mécanique, électricité, installation hydraulique et tout ce qui est système électrique et électrotechnique. Et donc, ils font leur stage chez nous. Ils ont des cours militaires, puisqu'ils ont des cours théoriques pour certains systèmes. Et si le gamin, il sort avec son bac, il a un contrat. Et s'il sort avec son bac et mention, il peut avoir même accès, par exemple, pour un bac pro. S'il sort avec le bac, il peut avoir un contrat de 4 ans en tant que volontaire. Et s'il sort avec mention, il peut avoir même droit à rentrer directement à l'école de sous-officier. On a aussi des partenariats BTS comme ça, où là, on a carrément, c'est à Saint-Mandrier, donc au pôle école Méditerranée, on a carrément un proviseur de l'éducation nationale qui est en poste en permanence pour justement le rattachement avec ses classes de bac pro de BTS. Ah, mais c'est super, du coup, ça leur garantit vraiment une insertion professionnelle s'ils ont. Et puis ils ont du coup la mise en application, direct. Ça, c'est vrai que c'est quelque chose que je vois, donc là, effectivement, grosse promotion de la marine. Je vois beaucoup de pubs en disant que l'armée de terre ou l'armée de l'air recrute. Et c'est vrai que je me demande à chaque fois, est-ce que l'armée est toujours aussi attractive qu'elle l'était quand tu es entré toi dans l'armée? Est-ce que à la fin de ta carrière dans la marine, est-ce que tu as senti justement que
c'était toujours Non. aussi prenant par les Alors, jeunes. il y a un gros problème de reconnaissance de l'armée par les jeunes, c'est parce que souvent, ils voient les films comme Top Gun, comme j'en passe et des meilleurs. Bon, encore le dernier Top Gun est assez réaliste. Parce que ça se rapproche un peu de ce qui se passe réellement dans les avions. Ou le chant du loup, bon, il y a des scènes qui sont assez réalistes. D'autres qui sont. Tu l'as aimé aussi, le Alors, chant du loup ou- Mina, parce que bon, il y a des trucs, c'est très bien, et d'autres moins. On n'ira pas tirer au FAMAS sur un lance-roquette. Hein, voilà. D'accord, c'est Sachant vrai, que. Enfin, voilà. Et il y a des trucs comme ça, mais il y a des choses qui sont assez réalistes. Et le problème, c'est que les jeunes se font des images sur des choses qu'ils ne comprennent pas. Il y a un truc qu'il faut savoir quand on rentre dans l'armée, surtout quand on rentre, que ce soit bateau, première classe ou aviateur, hein, donc au plus bas de l'échelle. On n'est pas là pour faire des films à la mode Rambo. Hein. On est là pour, entre guillemets, nettoyer les chiottes et les bâtiments, quoi. Et on apprend le métier petit à petit. Et le métier, c'est pareil. C'est des heures de quart, c'est des factions de nuit, c'est des week-ends où on voit pas maman, on voit pas la copine, voire des mois, Et ça, ils en ont pas forcément notion. Il y a un truc tout bête, pendant les classes où le téléphone portable, on l'oublie. Eh ben ça, Là, ça a jeté un froid dans la ça salle. pique. Hein. Ça pique certains. Ça en pique pas mal. Quand au début des classes, c'était dans les premiers temps où j'étais instructeur pour les classes de la marine. Les apprenants n'avaient pas le droit de fumer pendant les heures ouvrables. Donc de 8h à 17h, ils n'avaient pas le droit de fumer. C'était comme ça. C'est pas pour les embêter, c'est pour leur apprendre à respecter des règles de contrainte. Pourquoi ? Parce que sur un bateau, il se peut qu'on peut passer 18, 24 heures, voire 2 jours sans fumer. Parce que on est opposé au combat, parce qu'on navigue dans des zones dangereuses, donc on n'a pas le droit d'aller à l'extérieur, parce que. Donc il faut savoir s'adapter. Les sous-mariniers, par exemple, il y en a beaucoup qui sont fumeurs, mais ils ne fument pas pendant 2 mois de mission. Et quand ils ressortent, la première chose qu'ils sortent en sortant du bateau, c'est le mine clope. Mais voilà. Donc pour leur apprendre ce genre de contraintes et à pas être dépendant de la clope, du téléphone ou autre, on les restreint. Et dans les premiers jours, ah non, c'est pas fait pour moi. Moi, les premiers mois de mer, ils ne comprennent pas. Ils croyaient que la mer, c'était comme la croisière s'amuse. Non, on fait du car, on a des activités, il y a des entraînements. En général, une journée d'un militaire sur un bateau, c'est le branle-bas à 7h30, 8h. Le petit-déj rapide, 8h30, c'est l'appel. Après, il y a les activités, donc c'est entretien des coursives, entretien du matériel. Parce que le bateau, il faut l'entretenir, il faut qu'il reste propre. Le matériel aussi. À midi, on mange. En règle générale, sur les bateaux, il y a la sieste entre 13h et 14h30. AVED aussi. Mais Non, bon, c'est faux. encore faut-il pas avoir faire de quart à ce moment-là. Il y a de nouveau la reprise du travail jusqu'à 17h30, 18h. Et après, il y a le souper et le soir est tranquille. Seulement, entre-temps, il y a les activités de quart. Donc, quart de 8h à midi, de midi à 15h, de 15h à 18h, de 18h à 20h, de 20h à minuit, de minuit à 4h et de 4h à 8h. C'est pour ça que souvent je dis l'expression c'est long comme un zérac. Le zérac, c'est le minuit à 4. C'est extrêmement long. Parce qu'on passe plus de 4 heures comme un taré à lutter contre le sommeil pour pas s'endormir. Et à 4h30, quand enfin on peut se coucher, on fait la crêpe. Jusqu'à 6h30, et là, il y a le branle-bas qui sonne, donc c'est mort, on ne dort pas. Donc là, si on est de quart 12-15, on ne fait pas la sieste, hein, on est de quart. Et après, il y a les activités d'entraînement. Entraînement au tir, entraînement à la lutte à incendie, à la lutte contre les voies d'eau, entraînement au pose au combat, où là, c'est tout le bateau qui est en chamboulement, on fait des faux impacts de missiles, on va éteindre des faux feux, enfin, ce genre de choses, avec des génies fumes, avec plein d'activités hein, quand même, pour se coller le réalisme. Et donc, du coup, les plus jeunes ne se rendent pas compte que c'est le quotidien et qu'on peut faire jusqu'à 25 ans parce qu'ils se rendent compte, ils regardent, ouais, moi je suis là, j'ai un maître principal qui a 30 ans de mariage et qui fait comme moi, non, je m'en vais alors. Mais ce qui rentre pas. Donc, ça, c'est, on va dire, le côté, entre guillemets, le chiant dans la marine. Mais à côté de ça, c'est naviguer. Comparé à ce que ça offre comme expérience. Voilà, c'est ça. C'est vraiment négligeable. Passer le nouvel an au large de l'Afrique ou en Australie, c'est pas tout le monde qui peut le faire. Complètement. Voilà, se faire la finale de la Coupe du Monde 2008
à l'ambassade de France en Tunisie après avoir fait le 14 juillet là-bas. Incroyable. Voilà. Ou fêter la Coupe d'Europe avec les Américains le 4 juillet en faisant le défilé sur Manhattan Street. Bon, voilà. Ah, c'est Alors, bon, c'est sûr que de bon. nouveau bien. Non, bien mais vendu. voilà, il y a des inconvénients et souvent les plus jeunes ne voient de suite que l'inconvénient. Mais après, parce que c'est pareil, on leur apprend plus à rester assis, on leur apprend plus à ne pas bouger. Il y a qu'à voir les plus jeunes dans la rue, dans les métros, comment ils sont. C'est tout feu, tout flamme, on pense qu'à soi et on voit pas le reste. Ouais, et puis même, enfin, dans ce que tu dis, c'est complètement en corrélation avec les études qui montrent que là maintenant, enfin, les générations dans leur métier, ils veulent du temps pour eux. Ouais, Ils voilà. veulent justement avoir un programme aussi flexible que possible. Donc c'est complètement en désaccord avec ce que fait l'armée, quoi. C'est un peu finalement. péjoratif ce que je dis, mais les jeunes gens maintenant veulent gagner 10 000, mais en travaillant 3 heures par jour et en ayant 60 jours de congé par an. Ah, mais c'est complètement vrai. C'est complètement vrai. impossible et c'est complètement utopique. Surtout avec ce qui se passe en ce moment, on se rend bien compte qu'on va travailler de plus en plus et de plus en plus longtemps et que ça va être de pire en pire. Donc après, il va falloir qu'à un moment, tous ces jeunes gens se réveillent, se rendent compte qu'il y a des métiers qui sont peut-être pas simples, mais qui offrent des opportunités. Même en étant à l'armée, il y a des gens qui sont rentrés sans aucune culture, sans rien du tout, et qui ont fini par être, par exemple, technicien de maintenance sur un Charles Leclerc. Ouais. Bah, c'est aussi ça ce que fait l'armée. Ça, Voilà. ça Moi, fait des ce que bons je disais souvent aux plus jeunes, j'avais qu'un bac de formation et on me donnait sous ma main un radar à plus de 150 000 euros à réparer. Et je réparais les cartes qui en valaient 10 000. Là, c'est sûr. Voilà. Là, t'as intérêt à être autodidacte. Hein. Non, mais C'est il compliqué. y a que certains jobs qui nous permettent de faire ça. Et c'est pas le job tranquille, pépère, je suis tous les soirs à la maison à 16h qui le permet. L'armée nous permet ça. On va s'arrêter là, Emmanuel. Ouais. C'était trop cool. Comme Bah, tant mieux. là, pour une fois, là, on se pose et on discute et j'en Voilà. apprends plus sur toi. Donc, trop Ah bien. bah après, vous savez où j'habite. Hein. Ouais, c'est sûr. Erreur 404, hein, comme on dit certains. Le Erreur. L404. Et bah, du coup, un grand merci. Il n'y a d'être pas de venu. souci. C'était trop cool. Et Ça puis, fait on plaisir. espère te revoir très vite. De toute manière, VOD a encore besoin de toi. Donc, on va te revoir très vite. Ça marche. Et sinon, pour les autres, merci de nous avoir écoutés. Voilà, c'était un plaisir de faire ce podcast et c'est un plaisir si vous êtes encore là. et on se retrouve du coup pour un prochain épisode. Voilà. Allez, ciao, bye bye.